en cette période de fête, nous nous sommes laissés à quelques gourmandises, que ce soit pour des négociations ou pour signer des traités. Les bonnes tables ont toujours su rapprocher les chefs d'État et la principauté ne déroge pas à cette règle. Depuis 2004, c'est Christian Garcia qui est le chef exécutif ici au Palais Princier. Ils ont été nombreux à se succéder et je crois que dans cette bibliothèque, on trouve également des livres de cuisine. Et oui, effectivement, ça paraît un petit peu insolite, mais il n'y a pas de matière secondaire. Vous l'avez rappelé, c'est une longue tradition, et à partir du moment où les Grimaldi deviennent princes avec Honoré II au XVIIe siècle, on a des témoignages de l'opulence, de la richesse, de la subtilité de la cuisine que l'on faisait au palais de Monaco. Le poète d'Assoucy est reçu, par exemple, par Honoré II en 1657. Il dit qu'il n'a jamais vu autant de belle orfèvrerie dans les plats, donc ça c'est ce qui sert à mettre en valeur, et que les odeurs qui se dégagent de ce qu'on lui a préparé sont aussi raffinées, aussi subtiles que des parfums d'Arabie. Donc c'est aussi une vision évidemment poétique que l'on a là. Donc il y a de nombreux témoignages de voyageurs durant tout le XVIIe, XVIIIe. Et là, effectivement, dans la bibliothèque du Palais, nous avons deux manuels de cuisine d'anciens cuisiniers, d'anciens pâtissiers de la cour des princes, sous le prince Charles III et sous le prince Albert Ier. Alors d'abord Pierre Lacan ou Pierre Lacam, qui est une jeune pousse. Alors il n'avait sans doute pas fait une émission de sélection type Masterchef ou autre. En tout cas, c'était sans doute pas un cauchemar en cuisine, puisque dès l'âge de 29 ans, il publie un livre de cuisine qui est Le Nouveau Pâtissier. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il est recruté au Palais de Monaco, avant son recrutement. Il rejoint le palais en 1877, donc 12 ans plus tard, donc il a déjà une réputation. C'est quelqu'un qui travaille d'ailleurs, pour faire rêver nos téléspectateurs, chez La Durée à Paris, et donc que l'on considère comme un de ceux qui a contribué à fixer cette recette, évidemment, des macarons La Durée, si appréciés. C'était un petit peu une star de son époque. C'était une star de son époque, et même des époques qui l'ont suivi, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faudrait vérifier auprès du lycée technique hôtelier de Monaco, mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'histoire de la cuisine, comme ces manuels, ces livres de recettes ont été réédités longtemps durant tout le XXe siècle, c'est encore un nom qui, effectivement, est connu de ceux qui se lancent dans ce métier. Alors, on a ce mémorial de la pâtisserie, alors là, qui est publié après son départ des cuisines du palais. Alors, on sait dans les archives qu'il arrive en 1877, et c'est quand même curieux, il est renvoyé en 1879. On a des mentions alors, qui paraissent un peu contradictoires, mais c'est peut-être justement parce qu'il avait du caractère que l'on lui reproche effectivement de ne pas être assez assidu. Alors peut-être parce que justement il passait trop de temps à écrire des recettes et moins à pratiquer. C'est une hypothèse effectivement qui paraît relativement vraisemblable. En tout cas, donc on lui attribue la paternité de beaucoup de recettes, d'entremets, utilisant notamment la meringue italienne, de petits fours aussi. Donc je crois qu'effectivement, faire un petit peu saliver. Là on a une meringue suisse, on a le napolitain, la pâte à napolitain. Alors, la difficulté, en tout cas, c'est d'avoir véritablement, quand on veut, je l'avais justement montré à Christian Garcia, c'est d'avoir une traduction actuelle de la façon dont est décrite la recette. Il n'y a pas, contrairement à aujourd'hui, de manière très précise, des proportions, des différents ingrédients. Donc, je crois que ça laisse aussi aujourd'hui la place à des interprétations. Je pense que les cuisiniers de l'époque avaient, dans leur référence, dans leur apprentissage, une manière de lire les recettes
que les cuisiniers d'aujourd'hui, beaucoup plus, je crois, peut-être scientifiques, rigoureux, ne retrouvent pas forcément aujourd'hui. On peut dire qu'il y a une évolution donc aussi de ces livres de recettes. Absolument. Alors, le deuxième cuisinier sous le règne suivant, le règne du prince Albert Ier, c'est un Allemand, Karl Motterer, qui alors là, il faut effectivement être germaniste pour lire Die praktische Reform Küche, et il est assez original puisque c'est un père du végétarisme. Il proscrit, pour des raisons de santé, les protéines animales et il propose des recettes à base de végétaux. Donc c'est une cuisine plutôt austère, certains diront à l'allemande, et qui convenait bien sans doute au prince Albert Ier, puisque lui-même était quelqu'un qui ne sacrifiait pas tellement au luxe dispendieux et à la trop bonne chair. Donc on peut comprendre qu'il a été aussi recruté. Il a été cuisinier entre 1895 et 1898 au Palais et pas seulement, puisque c'était aussi un cuisinier de bord sur le yacht scientifique du prince Albert Ier, sur la princesse Alice. Il a fait plusieurs campagnes sur la princesse Alice et il est notamment allé jusqu'au Spitzberg avec le prince Albert Ier. Donc il fallait sans doute là effectivement une cuisine roborative. Est-ce que véritablement il avait tous les ingrédients dont il avait besoin pour faire sa cuisine idéale? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il était en avance sur son temps. Il était en avance sur son temps, absolument. Et comme on le voit, il a ensuite fait commerce, effectivement, de ces recettes. Et c'était devenu une marque pour tous ceux qui s'intéressaient à cette nouvelle cuisine de l'époque. Merci Thomas, en tout cas, de nous avoir mis l'eau à la bouche. Merci Alexandra et bonne fête. Bonne fête. Merci.